Charles, le jeune séminariste, est tout excité à l'idée de commencer sa première année pastorale dans le beau village de Cassemeuil, dans le sud-ouest de la France. Quelle chance de faire connaissance avec les paroissiens en ce début d'été. Les villageois, peu nombreux, forment une véritable famille. Et leur esprit de partage fait vraiment chaud au cœur. Chaque après-midi, tous se retrouvent au bord du ruisseau, près de la cascade, et partagent un pique-nique, se baignent, ou encore explorent les bois environnants. D'ailleurs, c'est décidé. Charles fera tous les jours une promenade et se posera à la fraîcheur près de l'eau pour rédiger son mémoire. En ce premier dimanche, le sermon du tout nouveau diacre est un succès. Preuve en est, les félicitations reçues par l'ensemble des paroissiens. C'est donc le cœur léger que Charles rentre se préparer un encas et entreprend de se rendre au fameux point d'eau local. Mais il n'y a encore personne. Eh bien, je vais en profiter pour me dénicher un petit coin paisible où je pourrais méditer, se dit le jeune homme. Soudain, les voix portées par la légère brise estivale le surprennent. Il décide de voir de qui il s'agit. En s'avançant, il aperçoit 3 jeunes filles, confortablement installées sur un banc de pierre. Devant elles, une table pliante sur laquelle elles avaient posé une nappe blanche bordée de rouge. « Oh, bonjour mon père !» lance-t-elle en chœur. « Venez donc déjeuner avec nous, que nous fassions plus ample connaissance !» s'écria celle qui était nonchalamment assise sur le banc, vêtue de sa belle robe rose du dimanche. Il y avait Rose, il y avait Marie et il y avait Alice, qui n'a pas hésité à l'inviter à se joindre à elle. Après tout, il faut bien que je me nourrisse avant de travailler. C'est donc avec plaisir, mesdemoiselles, que je partagerai ce déjeuner avec vous, répondit le futur prêtre. Après les présentations d'usage et la gêne des premières rencontres passées, tous les 4 passèrent un moment des plus agréables. Ils mirent en commun leur nourriture, échangèrent sur des sujets aussi variés que passionnants, tant et si bien que le temps passa, plus que de raison, et quand Charles jeta un œil sur sa montre à gousset, quelle ne fut pas sa surprise de réaliser qu'il était déjà 17 heures. Il s'excusa et prit vite congé, puis rentra directement au diocèse. Il faut dire que le temps passe vite en bonne compagnie, et ces 3 jeunes filles sont vraiment très sympathiques, notamment Alice, dont l'enthousiasme est rafraîchissant, vraiment, se dit-il. Le lendemain, Charles retourna au bord de la cascade, et il faut l'avouer, il fut un peu déçu de ne pas y retrouver Rose, Marie et surtout Alice, à qui il aurait pu donner une explication à la question qu'elle se posait sur ce bel arbre dont elle cherchait le nom hier. Il avait fait des recherches une partie de la nuit pour cela. Oh, ce n'est pas grave, je lui parlerai après l'office dimanche, se rassura-t-il. Mais aux alentours de 16 heures, alors qu'il allait rentrer chez lui, quelqu'un lui ferma les yeux de ses mains. Des mains de femme, assurément, étant donné leur douceur et le parfum sucré qui s'en dégageait. « Ah, Alice, bonjour. Je ne m'attendais plus à vous voir ici aujourd'hui. »« Et si mes amis étaient occupés. J'ai donc décidé de venir, malgré quelques hésitations. Mais j'avais besoin de prendre l'air. Et voilà que je vous retrouve. » Les 2 jeunes gens décidèrent de se promener le long des berges. Charles expliquant à Alice le cycle de vie de l'érable, mais aussi ses vertus et ses utilisations. À 18 heures, ils se séparèrent, se promettant de se rencontrer tous les jours à la même heure, au même endroit, pour discuter sur les sujets qui les passionnent.
Oh, c'est fort agréable d'échanger avec un esprit vif, instruit tel que celui d'Alice, se dit le séminariste. Rien de mal à cela. Les jours passèrent, les semaines, puis arriva septembre. En ce premier dimanche pluvieux depuis son arrivée à Casseneuil, Charles se leva le cœur serré. Que m'arrive-t-il? Est-ce parce que je dois préparer mon entretien pour valider mon vœu de célibat? J'ai toujours voulu être prêtre, je ne comprends pas. J'en parlerai à Alice tout à l'heure. Ah, Alice. En évoquant ce prénom, le cœur du jeune homme fit un bond et son ventre se noua, alors que l'image de la jeune fille à la robe rose ne le quittait pas. Oh mon Dieu! Oh non! Je suis amoureux d'Alice, ce n'est pas possible. Et Charles se laissa aller à pleurer, car il avait compris et se retrouvait face à un dilemme des plus douloureux. Un mois plus tard, Charles pose enfin les pieds sur la terre ferme après des semaines de navigation. Soulagé, le jeune homme, amaigri par les conséquences du mal de mer, découvre un paysage arborisé et montagneux, riche en couleurs de végétation jusqu'alors inconnues. Et au loin, le toit d'une bâtisse à l'architecture originale. C'est donc à cela que ressemble le Japon. Alice serait toute exaltée d'en découvrir la nature et l'architecture exotique. Oh non. Voyons, Charles, tu as justement décidé cette retraite à travers les montagnes japonaises pour oublier Alice. Reprends-toi, voyons. Charles a eu l'autorisation d'effectuer cette retraite afin de faire le point sur sa foi et de choisir la place de sa dévotion pour Dieu pour le restant de ses jours. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. À partir de cet instant et durant mon séjour, je ne suis plus Biacre. Je suis juste Charles. Une sage décision compte tenu du contexte religieux dans le pays. Le jeune homme, son maigre bagage sur le dos, se dirigea vers le petit village. Et alors qu'il avançait en se demandant où il allait dormir, il entendit parler en français. « Oh, le ciel soit loup !» se retint-il de dire à voix haute. Il s'agissait de 3 jeunes hommes et d'un 4e plus âgé, qui rappela à Charles d'ailleurs son propre père. Ah, ces cheveux, cette barbe blanche tellement bien soignée, cette posture, c'en est troublant, se dit-il. Il se présenta, enfin, son prénom et son nom. Et il leur expliqua qu'il s'engageait dans un périple dans les montagnes japonaises. Les interlocuteurs, eux, lui expliquèrent qu'ils étaient père et fils, et qu'ils étaient ici pour affaires. Ils possédaient une cabane à l'orée des bois là-bas, que le patriarche avait lui-même construit, alors que le Japon avait ouvert ses frontières à l'Occident quelques années auparavant. Charles fut ainsi invité à passer sa première nuit en terre asiatique sous un toit français. Les 5 hommes discutèrent jusqu'au petit matin et échangèrent sur leur pays natal, mais aussi sur les us et usages locaux. Charles reçut des informations inespérées pour son expédition, et c'est le sac plein de provisions qui s'engagea après seulement 2 heures de sommeil sur le sentier sinueux de l'orée d'une forêt dense et mystérieuse. Des arbustes au feuillage verdoyant, d'autres aux feuilles d'un roux flamboyant illuminés par les premiers rayons de soleil, de hauts arbres déjà dénudés, le crépitement des feuilles et des branches mortes sous ses pieds, les effluves de la végétation humide du matin. Oh, quel décor somptueux, se dit-il en avançant le pas décidé, mais calme, pour ne rien rater de ce qui l'entourait. Après de longues heures de marche,
Le jeune homme ne pensait plus à rien d'autre qu'à la nature qui l'entourait, le cœur de plus en plus léger. Il s'était arrêté seulement 1 heure pour déjeuner. Et alors que le soleil n'allait pas tarder à se coucher et que ses membres se faisaient de plus en plus sentir, il trouva l'endroit parfait pour passer la nuit. Entouré d'épais buissons, il découvrit un petit bout de terrain plat et dégagé, où trônaient 3 grosses pierres, à quelques mètres à peine d'une cascade. L'endroit idéal pour faire un feu, pour préparer mon campement et sortir une bloc-notes, se dit-il. Une fois installé, Charles entreprit de noter ce qui lui passait par la tête. Écrire pour exprimer sans filtre ses émotions. C'est bien ce que m'a suggéré l'abbé Pierre pour y voir clair en moi. Il faut que je réussisse à lâcher prise. Il faut que je sache comment orienter ma vie pour être en accord avec ma foi, tout en restant en accord avec moi-même. Allez, courage. Je vais y arriver. Et le jeune homme se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à s'endormir de fatigue. Après 2 jours et 2 nuits sur place, à errer dans les environs, et avoir épuisé le stock de nourriture dont lui passait ses amis de fortune, Charles n'avait encore rien rédigé, et son moral était en bas. Les bourrasques de vent de la veille avaient eu raison du papier sur lequel il avait noté la direction à prendre. Oh, mais que vais-je faire? Mais que dois-je faire? Se demandait-il. C'est à ce moment qu'une voix lui parvint. Je vous salue, monsieur. Quelle surprise de rencontrer quelqu'un ici. Êtes-vous perdu? Il se tourna et vit un homme vêtu de vêtements religieux traditionnels locaux. Mais celui-ci n'était pas asiatique, et il parlait lui aussi un français parfait. Oh oui, je suis perdu. Et ça, dans tous les sens du terme. Mais en vous rencontrant, monsieur, je crois bien entrevoir une lueur d'espoir. Il s'avéra que l'homme, prénommé Joseph, était également français. Il vivait reclus dans la forêt, là-bas, depuis 10 ans. Charles apprit que Joseph avait une histoire similaire à la sienne. Il n'était pas destiné à la prêtrise, non, mais avait préféré partir, plutôt que d'épouser une jeune femme choisie par ses parents, alors que ses sentiments allaient vers une autre. À l'instar de Charles, il avait pris la route vers le Japon et il avait trouvé la philosophie de vie qui lui correspondait, lui permettant d'être en paix et en harmonie avec lui-même et avec la nature. Joseph proposa aussi à Charles de rester avec lui autant de temps qu'il en ressentirait le besoin. Ainsi les jours et les semaines passèrent, le jeune homme perdu cédant au fur et à mesure place à un homme de plus en plus posé et équilibré. Chaque matin, Charles aidait Joseph aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de leur lieu de vie. L'après-midi, ils partaient au gré des bois, écrivaient et priaient. Enfin, le soir, les 2 ermites discutaient, échangeaient sur leurs pensées, leurs inquiétudes, mais aussi sur leurs aspirations. Alors que les semaines et les mois passaient, le paysage se transformait. Petit à petit, les arbres perdirent leurs feuilles, les arbustes qui résistèrent dans un premier temps s'en délestèrent également. Et puis un matin, la blancheur immaculée de la neige sur laquelle se reflétait le rayon du soleil émeut le jeune homme. Alors qu'il admirait le paysage, les yeux embués par ce spectacle magnifique, il fut surpris par le bruissement d'ailes de 3 oiseaux aussi blancs que la neige, passant entre les branches dénudées des arbres et s'élevant dans un ciel bleu azur. Ça y est, j'ai ma réponse, ça y est, je sais, je suis prêt, se dit-il.
Le soir venu, après le dîner, il demanda à Joseph de s'asseoir, le remercia chaleureusement pour l'ami précieux et le guide non moins précieux qu'il était devenu pour lui, et il lui expliqua son ressenti du matin et la décision qu'il avait prise. Tu avais raison, Joseph. Le soir de mon arrivée, il m'a fallu du temps pour comprendre le fameux lâcher-prise dont m'avait parlé l'abbé Pierre. Et c'est en vivant simplement en harmonie avec moi-même, avec la nature, que j'ai réussi, sans même m'en rendre compte d'ailleurs. Et ce matin, toutes les réponses sont venues à moi naturellement. Les deux amis parlèrent jusqu'à minuit sur leurs similitudes, mais aussi sur ce qui les différenciait, et se promirent que, même si Charles reprendrait la route dès la fonte des neiges, ils se reverraient. 2 semaines plus tard, un matin, Joseph ouvrit les volets. « Ah, ça y est, la neige a totalement disparu, se dit-il. » Il alla frapper à la porte de la chambre de Charles, l'ouvrit, mais celle-ci était vide. Sur le linge de lit parfaitement plié, sur la commode en pain massif brut, il y avait un mot. Il le lut, le referma avec une pointe de tristesse, l'ouvrit à nouveau. Mais pourquoi, me demande-t-il, d'où se voulait la couverture de l'établi dans la grange? Il se précipita dans le bâtiment et il souleva le tissu. En voyant les peintures du chemin que Charles avait emprunté pour se rendre à la clairière où ils s'étaient rencontrés, mais aussi 2 toiles de l'endroit de la forêt où se rendait Charles chaque jour, les larmes se mirent à couler sur ses joues, alors qu'un sourire illuminait son visage.